Nous avons donc l'immense honneur ce matin, Josiane Savigno et moi-même, d'être en compagnie de Robert Badinter. Bonjour, Monsieur Badinter. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir ici chez vous. Je sais que Josiane a déjà eu le bonheur d'y venir, mais pour nous, c'est la première fois. Je dois reconnaître que c'est extrêmement impressionnant d'abord d'avoir le bonheur de vous revoir après notre dernière interview sur RCJ et puis de vous retrouver dans votre environnement, un environnement assez extraordinaire, on en dira peut-être un petit mot, pour parler de théâtre. Une fois n'est pas coutume peut-être, Robert Badinter. Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit dans votre vie, après avoir tant parlé de politique, de justice, de beaucoup d'autres sujets, on va me parler de théâtre, je vais parler de ma grande passion du théâtre? Écoutez, je confesse que c'est une passion constante. C'est un amour de jeunesse qui n'a jamais cessé. J'ai découvert le théâtre après l'occupation, quand je suis revenu à Paris. J'étais étudiant en première année, et la passion de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, la passion générale pour le théâtre était considérable. C'était vrai aussi, paraît-il, pendant l'occupation, mais je ne fréquentais pas les salles de spectacle à cette époque. Donc j'avais 17 ans, j'ai découvert le théâtre à Paris, et il y avait là, je dirais, une grande capacité créatrice, encore plus pour un jeune homme, pour un tout jeune homme. On jouait aussi bien du Sartre que du Camus, que du Beauvoir, que de la Nouille. Il y avait une foultitude de pièces, et ça, évidemment, suscitait dans la jeunesse du quartier latin de grandes passions. On discutait, les places pour les étudiants étaient réservées au deuxième ou troisième balcon. C'est très bon marché. Donc on y allait constamment, et moi j'ai gardé de cette époque un amour constant du théâtre. Ça n'a jamais cessé. Je confesse que je me suis essayé moi-même à écrire des pièces qui, pendant longtemps, ont pris le chemin du panier. Oui, elles ne me satisfaisaient pas, donc j'abandonnais. Mais j'ai toujours eu en moi ce goût, et je dirais même cette passion. Voilà. J'aime le théâtre, pourquoi ne pas le dire simplement. Justement, mais avant qu'on vienne aux pièces qui nous occupent, je voudrais qu'on parle de cet amour de la parole théâtrale. En fait, c'est l'amour de la parole orale, de la parole proférée en public. Est-ce que ça a joué dans votre désir d'être avocat? Je crois pas. Je crois pas, d'abord parce que, étant un jeune étudiant, je ne savais pas que je serais avocat. Et ce n'est pas parce que j'ai vu des pièces de théâtre que je suis devenu avocat. Deuxièmement, parce qu'il y a une différence, mais majeure, considérable, entre le théâtre et la cour d'assises, pour ne prendre que l'aspect le plus dramatique de la vie judiciaire, c'est que le dénouement, vous le savez très bien, Josiane, n'est pas écrit en cour d'assises. Et c'est ce qui donne à la cour d'assises, Vous vous ce souvenez qui d'un lui procès donnait... où on était ensemble Ben et oui. vous avez fait une plaidoirie magnifique qui a été applaudie, ce qui était horrible, mais en même temps, ça avait à voir avec la parole qui fascine. Oui, mais l'essentiel, c'était le sort, et ici la vie de l'accusé. Au théâtre, la pièce est écrite. Vous êtes pris par quoi? Par le spectacle et par la qualité de l'œuvre, et l'interprétation aussi. Donc c'est un spectacle complet qui s'inscrit dans l'histoire, alors véritablement de toutes les cultures, mais dans la nôtre, c'est une place éminente. Je le dis très clairement, aujourd'hui encore, j'aime le théâtre, et j'ai connu des jours très heureux quand j'ai été appelé, c'était un honneur pour moi, à siéger dans le comité de lecture de la Comédie Française, parce que là, j'avais de grands professionnels comme collègues, je les écoutais discuter, j'étais modeste et timide dans mon coin, mais la qualité du dialogue sur le théâtre par de grands professionnels, c'est incomparable. Donc j'aime le théâtre, voilà, disons-le simplement, j'aime cette muse-là particulièrement.
Alors, Robert Badinter, ça vient de paraître aux éditions Fayard. Il y a 3 pièces de théâtre, Cellule 107, Les Briques Rouges de Varsovie et C33. C'est dans l'ordre, vous m'avez dit hors antenne, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, au contraire, c'est C33 qui a été écrite en premier, qui a été jouée, elle, d'ailleurs, au théâtre. Et Josiane, je crois que vous m'avez dit, vous l'avez vue, vous? Absolument. Alors cette pièce C33, parlez-nous-en Robert Badinter, et pourquoi finalement est-ce que vous avez mis d'abord beaucoup de temps entre l'écriture de celle-là et les autres, ou est-ce qu'il y en a eu beaucoup finalement entre les deux qui, comme vous l'avez dit, ont fini au panier? Oui, C33, j'avais beaucoup travaillé sur le procès Wilde, parce que, sans y revenir longuement, il y a un mystère humain derrière les procès de Wilde. Wilde, étrangement, pensait que, avec sa superbe rhétorique, il s'en sortirait très bien, et que finalement, le récit de ses amours homosexuels, il mettrait le public et les jurés dans sa poche. Rien du tout. Lord Bailey n'a rien à voir avec la scène de théâtre. L'erreur de Wilde a été complète. Les jurés le regardaient avec la profonde défiance que nourrissait la société victorienne, finissante, mais la société victorienne à l'encontre des homosexuels, et finalement, il est tombé dans le piège qui lui avait été tendu par le père de son amant, c'est-à-dire le marquis de Queensberry, et il a été condamné, et condamné dans des conditions féroces. Condamné, vous connaissez la procédure anglaise, le jury déclare coupable ou non coupable, coupable bien sûr dans le cas de Wilde, s'agissant de ses relations homosexuelles avec des jeunes gens, et le juge, prononçant la peine, a eu ces mots tellement significatifs, il lui a dit « c'est la pire affaire que j'ai jamais jugée ». Pourquoi la pire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Wilde les couvrait d'argent, les emmenait dans les meilleurs restaurants, les charmait par une conversation incomparable, il était généreux, aimable, affable, délicat. Quoi? Ah ben non. Et a ajouté le juge, je regrette que la peine que je puis prononcer ne soit pas plus élevée. Je vous condamne au maximum 2 ans et 2 ans de prison solitary confinement, plus les travaux forcés. Ce qui fait que Wilde s'est retrouvé dans la cellule C33, ayant perdu son nom, ne parlant pas, pour le plus brillant causeur de Londres, ne parlant pas, n'ayant pas de visiteurs, et finalement, dans des conditions tellement cruelles qu'il en est mort. Il n'a pas résisté. Je ne parle pas de la ruine de sa vie privée, le fait que Lady Wilde soit allée en Suisse, c'est ça, Glignon. À Glignon, séparation avec ses garçons qu'il aimait beaucoup, je parle là de ses fils. Bon, la société victorienne l'a traité avec une cruauté inouïe. Et quand on regarde ce qui se passait de ce côté-ci de la Manche, à cette époque-là, Wilde aurait parfaitement pu venir s'établir à Paris ou sur la Côte d'Azur avec Lord Douglas, parfaitement, le délit d'homosexualité n'existait pas dans le code pénal. Il a été introduit dans notre droit par Vichy, supprimé, je le dis très franchement, avec bonheur par votre serviteur, à l'automne 1981. Ça n'a d'ailleurs pas fait de difficulté, pour dire la vérité, personne ne s'y est intéressé. Nous étions peut-être 14 députés, il y avait 14 parlementaires, plus moi, c'est tout. Mais dans l'affaire Wilde, il n'y avait pas que l'homosexualité, il y a aussi le préjugé social. Lord Douglas, c'était plus chic et on voulait plutôt donner raison au père. Ça n'était pas pour donner raison au père. Le père avait donné l'occasion aux juges de témoigner de leur violente antipathie
pour les homosexuels comme Wilde, qui tenait à Londres une place importante. On a noté des déplacements massifs de l'aristocratie anglaise peu après la condamnation de Wilde vers le continent. Mais Wilde, lui, il a succombé. Il est mort quelques années plus tard dans la misère à Paris. Sauf l'admirable De Profundis, il n'a plus vraiment écrit. Alors, Robert Badinter. D'ailleurs, la pièce s'appelle C33 parce que c'était le numéro de la cellule de Wilde et qu'on lui avait retiré son nom, on ne vous désignait dans les prisons anglaises que par le matricule. Vous le dites qu'il est interdit, on dit à un autre détenu qu'il est interdit de l'appeler par son nom, qu'il faut l'appeler C33 seulement. Oui. Donc il y a l'effacement de l'identité. Mais De Profundis, l'admirable poème qu'il a écrit, en prison d'ailleurs, De Profundis est signé C33. C'est pour ça que j'ai appelé la pièce C33. Mais je dois dire que la mise en scène de Lavelli et sublime performance de Wilde, a été vraiment très saluée. Alors Robert Badinter, dans ce théâtre 1, il y a cette pièce, Les Briques Rouges de Varsovie, avant la pièce en elle-même dont on va parler et qui est absolument remarquable de par ce qu'elle raconte, de par ce qu'elle transmet, de par la tension aussi, de par le suspense même qu'il y a dans cette pièce. Il y a toute une introduction que vous faites et vous dites au début de cette introduction « Sur un rayon de ma bibliothèque, depuis près d'un demi-siècle, 2 briques cassées sont posées ». Nous y sommes, Robert Badinter, elles sont là, derrière vous. Vous avez voulu d'ailleurs vous installer devant ces briques et devant ce tableau de rabbin, vous nous avez dit. Ces briques, finalement, qu'est-ce qu'elles symbolisent pour vous aujourd'hui ? Certainement un des plus cruels moments du génocide des Juifs par les nazis. L'agonie, la longue agonie du ghetto de Varsovie, qui a commencé dès 1939, dès l'occupation de la Pologne par les nazis. Je laisse de côté l'aspect soviétique, mais je parle ici de la Pologne occupée par les nazis, et spécialement de Varsovie. J'ai franchement été, comment dirais-je, fasciné par cette descente aux enfers. Et je me souviens, j'ai passé des mois successifs, entiers, à lire tout ce qui pouvait avoir été traduit. Je ne lis malheureusement pas le polonais, tout ce qui pouvait avoir été traduit, notamment en anglais, en français, sur le ghetto de Varsovie. Notamment, un phénomène historique très important et qui pour moi a été illuminatoire. On ne sait pas assez qu'il y avait à Varsovie, dans l'université de Varsovie, des professeurs juifs d'histoire et que, notamment sous la direction de Ringelbaum, grand historien, ils tenaient tous des journaux non publiés, des notes. Ils conservaient une chronique vivante, jour après jour, du ghetto et de sa vie. Ils les ont enterrés dans des boîtes, généralement des boîtes, vous savez, de lait en métallique. Les Allemands les ont jamais... Mais beaucoup ont survécu, notamment le admirable journal de Ringelbaum. Et vous avez là une chronique des souffrances, de la misère et de la complexité aussi de la vie du ghetto qui a été retrouvée après la guerre. Les gens n'ont pas voulu. Et heureusement, c'est à Yad Vashem. Donc on a sur la vie du ghetto pendant des mois des chroniques historiques voulues par des historiens aussi objectifs que possible qui vous précipitent dans un enfer, je dois dire, très pensé par les Allemands, par les nazis, très pensé immédiatement après l'occupation de l'Autriche. Ils se sont réunis, c'est pas avancé, mais c'est déjà une réflexion sur comment va-t-on traiter les Juifs
dans le cadre de ce qui était prévisible, c'est-à-dire l'occupation par les nazis des capitales dans lesquelles il y avait tant de juifs. Donc c'est un projet délibéré et, je dois dire, maléfique. La façon dont les nazis ont pensé la vie du ghetto et se sont dit, c'est pas aux soldats de la Wehrmacht d'aller garder les juifs, qu'ils le contrôlent, c'est une chose. Que la Gestapo soit au sommet, c'est une autre. Mais la vie quotidienne, il faut que ce soit les juifs eux-mêmes. Et l'aspect presque diabolique d'une cruauté inouïe, c'est de faire gérer par les juifs la souffrance des juifs. La police polonaise était là, corrompue d'ailleurs, mais la police polonaise était présente, mais il a fallu recourir à d'autres. Et ces autres ont été des juifs. Alors la question éternellement posée, c'est est-ce que les Judenrat, les conseils juifs, composés de notabilité, composés généralement d'hommes de qualité, notamment à Varsovie, est-ce qu'ils ont finalement servi le dessein hitlérien, le génocide, eux, juifs, ou est-ce qu'ils ont fait ça pensant que ce serait aussi une des périodes barbares, cruelles, de la longue histoire des souffrances juives? Là, l'interrogation est demeurée, et demeurait notamment à propos du ghetto de Varsovie. Alors, disons-le clairement, vous avez 380 000, 400 000 personnes dans un espace qui est la moitié d'un quartier de Paris, dans la plus profonde misère. Vous n'avez pas que des héros. On célèbre à juste titre l'insurrection de Varsovie, mais vous avez des années et des mois qui se succèdent. Et les nazis font descendre l'escalier de la dignité humaine. Non seulement c'est la faim, non seulement c'est aussi la misère, mais c'est toute une organisation qui est là faite pour que les juifs eux-mêmes prennent en compte la souffrance des juifs. Et interrogez-vous, le moment diabolique, je dis bien diabolique, c'est l'instant où on demande aux policiers juifs d'arrêter d'autres juifs pour les conduire à Lungschatplatz, un lieu maudit où il y avait les wagons qui attendaient. Conduire d'autres juifs à Lungschatplatz, et même les enfants, en leur disant, si vous n'amenez pas, vous policiers juifs, le nombre d'enfants nécessaires, c'est vos enfants qui partiront. Quel être humain ne peut pas se poser la question, qu'aurais-je fait? Qu'aurais-je fait si, à défaut de livrer les enfants, c'était les miens qui partaient? Et ça, c'est là où j'y vois la perversité fondamentale, non seulement l'horreur du génocide, mais la perversité fondamentale de ceux qui l'avaient conçu. Et évidemment, j'ai toujours eu le sentiment que là, c'était une pièce à écrire. Mais je l'ai écrite. Je l'ai écrite. Mais justement, dans le livre. Mais vraiment dans la douleur, je peux le dire. Mais en dehors de la pièce, il y a autre chose que vous mais venez de le dire. Je ne l'ai pas fait représenter. Ça m'était trop douloureux. Il y a 4 personnages, c'est le dernier jour, c'est la fin de l'insurrection. Les nazis vont écraser les derniers restes de l'insurrection. Et ces 4 personnages représentent évidemment des types humains différents. Et c'est une pièce écrite dans la douleur. Maintenant, je me dis, le moment est venu, elle peut être représentée. Il y a un peu de théâtre pour la représenter. Ça va arriver. Oui. Non, mais moi, ce qui m'a aussi passionné dans votre livre, c'est que
pour les briques rouges, comme pour C33, vous ne vous contentez pas de faire une introduction, c'est un véritable petit essai avant. Oui, Un récit avec des références, avec des... oui. En fait, C'est un travail d'historien. Oui, ça, ce livre, il est double. Il présente à la fois des pièces, mais à chaque fois, sauf pour la première où l'introduction est brève, enfin la première dans le livre, les deux autres, c'est un vrai essai, un petit essai sur Oscar Wilde et un essai sur cette affaire dont vous venez de parler longuement, du ghetto de Varsovie. Oui, parce que la question de la répression de l'homosexualité était en soi, pour moi, une question majeure. Je trouve ça absolument ignominieux. À partir du moment où il s'agit d'adultes et où, je dirais, rien de tout cela dans le domaine qui est celui du sexe, des publics, les êtres humains sont parfaitement libres de leur corps. C'est une question de dignité humaine. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, pourvu qu'il n'y ait pas de violence et qu'il ne s'agisse pas de mineurs de son corps. Cette liberté première, très reconnue dans l'Antiquité, mais abominable pour les peuples du livre, cette liberté-là me paraissait aller de soi. Elle était d'ailleurs, disons-le, reconnue déjà du temps de Napoléon. Cambacérès n'y était pas pour rien, lui-même. Mais ça a duré ainsi, ça me paraissait une évidence. Et j'avais vu dans ma vie professionnelle, s'agissant des homosexuels, des vies ruinées par les poursuites. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les voyous, les bandes de voyous n'en profitaient pas. Il y avait des systèmes organisés où on pêchait l'homosexuel bien établi, industriel, profession libérale, décorée, mais homosexuel. On savait qu'il avait rendez-vous avec le mignon à tel hôtel, et hop, la bande débarquait, hop, on lui prenait son portefeuille, on lui prenait aussi son argent, on lui prenait son identité. Et moi, j'ai défendu des hommes qui étaient détruits par des poursuites qui n'avaient aucun sens. Aucun sens. Ce n'étaient pas des garçons de 14 ans. C'était des professionnels, des gitons professionnels. On les trouvait dans les célèbres pissotières de l'époque. Et les choses se passaient ainsi. Avec, je vous dis, les organisateurs de ces bandes qui prélevaient exactement comme les immondes proxénètes prélèvent sur les prostituées leur profit, mais ils détruisaient les vies. Je me souviens d'avoir plaidé des affaires comme ça, incroyablement douloureuses et démentes quant à leur fondement moral. Car c'était ces gitons qui pêchaient l'homo. Et l'homo, lui, il était la proie du chantage. Dans une société qui voulait fermer les yeux, alors qu'en vérité, c'était un texte qui avait été introduit sous Vichy, et la Troisième République, je dirais le XIXe siècle, l'avait délibérément écarté. Ah oui. Dans les briques rouges. Mais dans les briques rouges, elles sont là derrière moi. Elles sont là. Là, c'est autre chose. Elisabeth me disait, mais tu deviens fou avec cette histoire de ghetto. Ah oui, j'étais plongé là-dedans et névrotiquement. Vous dites celui qui parce travaille que, sur l'histoire des ghettos. je vais vous dire, encore une fois, si, vous savez, les êtres humains ne sont pas tous des héros, ne sont pas tous des martyrs volontaires. Les êtres humains, ils sont complexes, et les juifs comme les autres. Qui sait ce que l'on serait devenu dans ces conditions-là. Il y avait aussi des trafiquants dans le ghetto, il y avait des marchés noiristes, il y avait des restaurants, il y avait tout. Il y avait aussi des héros, des professeurs, notamment des musiciens. On est à Varsovie, le judaïsme polonais était riche de virtuoses. Tout. Et c'est cette complexité tellement exploitée dans le sens
du mal, de l'indignité, de les dégrader avant de les tuer, qui est la marque du nazisme. Et on ne vit pas là-dedans par l'imaginaire sans conséquence. Vous dites, Robert Badinter, c'est l'un de vos personnages dans Les Briques Rouges de Varsovie, qui dit « Regarde Yankele, c'est le rabbin, comment je coupe les peaux, étudier la loi c'est bien, mais un bon métier ça peut servir aussi. On ne sait jamais de quoi demain sera fait pour un juif. » Est-ce que Robert Badinter, je fais une digression sur notre période, est-ce que c'est une phrase qui est toujours valable et qui finalement a toujours été valable? Écoutez, l'idée que l'on projette sur le présent, le passé, porte avec elle à la fois sa vérité et sa part d'outrance. Ce n'est pas exact. Le ghetto de Varsovie, c'est un épisode ultime, inouï de la barbarie nazie, exactement comme Auschwitz par rapport au bagne de Cayenne. Vous comprenez que l'immense suite de persécutions qui s'inscrit dans l'histoire du peuple juif est existé, qu'on ait jeté des femmes et des hommes vivants dans des fosses pleines déjà de feu. Vous en avez les traces dans l'Europe du Moyen-Âge et bien au-delà. Mais là où intervient le démon, j'utilise exprès le terme, le démon, là où intervient l'interrogation ultime qui n'a pas cessé de nous hanter, c'est l'approche si intellectuelle, si pensée du génocide juif par les nazis. Moi, j'ai conservé quelque part dans mes papiers le testament politique d'Hitler dicté dans le bunker 2 jours avant. Pas des exemplaires, ça se retrouve historiquement partout, mais et ça me fascinait parce qu'il va mourir. On l'a vu dans le film L'Admirable La Chute, il va mourir, il sait qu'il va mourir. Il sait que toute son entreprise est détruite. Eh bien, dans le texte qu'il dicte, sa secrétaire, c'est encore et toujours l'obsession de la haine des Juifs qu'il veut léguer au peuple. L'obsession, à l'instant même de sa mort, il va se suicider. Il est encore là, à dire c'est la faute des Juifs, tout est la faute des Juifs, c'est les Juifs qui ont déclenché la guerre, c'est les Juifs qui ont causé des millions de morts. Il oublie. Il est halluciné, mais il n'est que l'expression de son hallucination permanente. Et dans quel peuple? Moi, je l'ai dit à l'UNESCO au moment où on commémorait le jour de la déportation et de l'extermination des Juifs. J'ai dit, mais on n'y pense pas assez. C'était à l'UNESCO. Mais où? Quand? Quel peuple a ainsi reculé les limites humaines de la barbarie à l'encontre d'une population? Quand est-ce qu'on a jeté des enfants vivants dans les chambres à gaz? Quel peuple l'a fait? Le plus cultivé d'Europe, celui qui avait les meilleures universités, le plus grand nombre de prix Nobel, parmi lesquels il y avait des Juifs, celui qui aimait le plus la musique. C'est un grand peuple cultivé qui s'est abandonné au délire d'un fanatique, un fou antisémite. Un grand peuple. Alors, nous sommes à l'UNESCO, disais-je. L'UNESCO, c'est le foyer de la culture internationale et aussi du respect des droits de l'homme. Mais comment ne pas s'interroger? Comment ne pas constater que c'est en Europe et un peuple de telle culture, d'un tel niveau, qui s'est livré, qui s'est abandonné aux fureurs démentes d'un fou, d'un
antisémitisme mort, et que les autres ont suivi. C'est une interrogation majeure. J'ai dit ni la culture, ni le savoir, ni la recherche ne peuvent répondre à cette interrogation, mais elles l'ont. Je voudrais que vous parliez d'un très beau personnage des Briques Rouges, la jeune fille, Rivka. Oui. C'est mon personnage préféré. Ah, moi aussi. Ah oui? Parce qu'elle est, elle est l'avenir. Non, elle est l'avenir, elle est la résistance et l'avenir. Oui, Elle est le courage, vous le dites, le courage des filles dans le ghetto. oui. Mais vous savez, c'est la vérité. À cet égard, mes personnages, tous expriment une vérité humaine présente dans le ghetto. Dans le journal, dans le récit compte-rendu par le général Stupp, des SS de l'écrasement des Juifs du ghetto lors de l'insurrection de Varsovie, il est dit, ça m'a beaucoup frappé, que les plus terribles combattantes qui rencontraient les nazis, c'étaient les jeunes femmes du ghetto de Varsovie. Et qu'elles venaient vers eux, les bras levés. Et au dernier moment, hop, elles relevaient leur jupe et 2 revolvers et elles tiraient des 2 mains. Ils disaient qu'il fallait les abattre. Les abattre parce qu'elles étaient les pires combattantes que nous ayons rencontrées. Hommage du crime au courage. Mais c'est une réalité et c'est inscrit dans les récits du combat. Donc, elle appartient à ces organisations sionistes. Vous savez que les Juifs ne seraient pas les Juifs s'il n'y avait pas des conflits idéologiques jusqu'au dernier moment au sein même dans le ghetto, avec d'ailleurs, je l'ai relevé, un goût de l'humour noir qui est saisissant. Mais bref, les traits du caractère juif sont là, et l'héroïsme des pionnières, oui, des bundistes qui partiront finalement, bien que ce ne soit pas dans la tradition du Bund, qui partiront d'Israël, les sionistes authentiques, ont été présentes dans la réalité historique, je n'ai rien inventé. Mais alors, C33 et les Briques Rouges, ce sont 2 histoires tragiques, mais finalement 2 belles histoires quand même. Alors que Cellule 107, c'est une sale histoire. Non, c'est une histoire tragique aussi. Moi, j'ai été stupéfié, j'ai trouvé ça par hasard. J'ai beaucoup recherché, beaucoup cherché dans les archives. Pour dire la vérité, je suis comme ça, chercheur aussi historique, et, notamment dans le domaine de la justice. Et je me suis beaucoup intéressé à l'affaire Bousquet. Je me suis beaucoup intéressé à l'affaire Bousquet parce que c'est un scandale. Oui. Absolu. C'est pour ça que je dis une sale histoire. Je ne sais pas si l'adjectif correspond, mais c'est en tout cas une histoire stupéfiante. Stupéfiante parce que plus vous avancez dans la quête de la vérité sur le procès, étrange procès. Acquitté. Non, mais avant ça, il faut voir d'où ça vient. Bousquet a été pris par les Allemands et envoyé en Allemagne. Il disait déporté. C'était même pas, c'était pas le traitement qu'avait ou Bloc d'Assaut ou Mandel. Non. Lui, c'était la villa au bord du lac où habitait Tcherno, où on avait mis Tcherno avant de le fusiller. Donc c'était là où il était avec sa femme, son fils, surveillé de très près, mais à la fois protégé et surveillé. Ce qui montre qu'il y a une lettre d'Himmler au sujet de Bousquet, il était redouté même par la Gestapo. Que savait-il ? Bon, mais il a été là, sont venus au bord de ce lac, sud de l'Allemagne,
les éléments de la première armée américaine, premier venu. Ils ont arrêté Bousquet. La CIA l'a interrogé. Et au bout de 2 jours, ils lui ont dit, on le sait, mais Monsieur Bousquet, nous pouvons vous recueillir aux États-Unis. Vous auriez une fausse identité, vous recommenceriez. Ce qui montre bien l'intérêt que Bousquet représentait pour ces hommes de la CIA. Non, 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 il dit Bousquet, pas du tout. Moi, je rentre en France, me justifier. Très bien, on l'a livré immédiatement à la première armée française, en avion, il arrive à Paris. Arrivé à Paris, il est présenté au juge d'instruction. Il était déjà en charge de son dossier. Et là, il attend dans le couloir, entre 2 gendarmes, d'être amené au juge. C'était au Palais Bourbon que siégeait la Cour de justice. Le palais était plein, et pour cause. Donc on siégeait, la Cour de justice siégeait là. Donc Bousquet, là, passe un collaborateur. Ah, comment, René, oui. Et Bousquet, très calme, lui dit, ça va pour toi? Bah oui. Et pour toi? Je lui dis, ne t'en fais pas, ça se passera très bien. Il le dit à Laval, c'est quand même incroyable ça. De quoi? Mais c'est la suite qui est incroyable. C'est que Bousquet a donné pour seule instruction, enfin pour instruction à ses avocats, gagner du temps. Il voyait déjà le conflit qui allait naître entre les communistes et les autres, entre Staline et les Américains. Bon, donc, ne pas se presser. Il a été mis en liberté au bout de 2 années et demie, enfin à peu près, et puis il est jugé. Il est jugé à la fin, presque parmi les derniers, les 2-3 derniers, à la Cour de justice. Et là, il faut quand même se représenter que c'est une juridiction d'exception, composée d'ennemis politiques. Une juridiction d'exception qui a pour charge de juger les dignitaires de Vichy. Ce n'est pas la même juridiction que Pétain et Laval, mais c'est une juridiction composée de parlementaires parmi lesquels il y a de nombreux résistants. Et Bousquet est jugé, et Bousquet, au bout de 3 jours, dont on a le relevé intégral. Le procès Bousquet, je le connais. Ça commence avec accusé Bousquet, levez-vous, et ça finit. Alors que Bousquet avait énormément parlé. L'avocat général était, disons-le, d'une absence de curiosité remarquable. Vous avez des questions à poser, ministère public? Ah non, très bien. Ou alors c'était des questions secondaires, mais jamais l'essentiel. Et bien Bousquet, il a été acquitté du chef d'intelligence avec l'ennemi. Le chef de la police de Vichy, de toutes les forces de police de Vichy, auteur, on le sait, de crimes contre l'humanité, a été acquitté. Et alors ? Acquitté, et encore une fois, par un jury d'exception dans lequel il y avait nombre de résistants. Et ça n'est pas assez. Il faut voir les choses dans leurs détails, dans le verdict. La Cour de justice a relevé Bousquet de l'indignité nationale au motif des services rendus par Bousquet à la résistance. Ce qui fait que Bousquet non seulement a été acquitté, mais est le seul homme qui soit sorti, à ma connaissance, de la Haute Cour de justice avec un brevet de résistant. Après ça, il pouvait plastronner dans Paris. Moi, j'ai été acquitté. Acquitté pourquoi? On a rendu témoignage à mes services rendus à la résistance. Et ça ne s'est pas borné à ça. Bousquet a été réintégré dans l'ordre de la Légion d'honneur, et Bousquet a été rétabli dans ses fonctions du Conseil d'État, d'où il a démissionné sur le champ. Donc, ça reste en soi un des mystères judiciaires
des scandales judiciaires, pour dire les choses simplement, de la 4e République. À votre Pourquoi? avis, c'est quoi? Comment? Alors, À votre si avis. vous reprenez le fil conducteur et que vous pensez à la déclaration quand il arrive, ça se passera très bien. Si vous pensez à la proposition de la CIA, ah non, 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 moi je veux rentrer à Paris me justifier. Vous dites, peut-être qu'il savait. Vous vous dites qui, quoi, pourquoi. Il savait Mais des ce choses. que vous devez mesurer, c'est que le Bousquet de la 4e, une fois acquitté, vous pouvez lui dire, mais moi, la haute cour a reconnu que C'est pour j'avais ça que été- les gens qu'on connaît l'ont fréquenté, Non, non? non, si vous voulez dire les choses simplement, pourquoi ne pas le dire? Vous pensez à Mitterrand. Notamment. Eh bien, je Notamment. vous réponds en vous disant, en ce qui me concerne, moi, d'abord, je tiens à le dire, j'ai jamais de ma vie rencontré Bousquet. J'imagine. Non, Vous l'avez dit. non, Non. non, j'aurais pu. Vous auriez pu? Pourquoi? Parce que Bousquet était devenu, tout le monde, je vais jusqu'au bout, dans le Paris des années 50, 60, 70, avant que Darquet de Pellepoix parle. Bousquet, c'était un homme d'affaires comme les autres, un banquier parmi d'autres banquiers. C'est pourquoi je vous dis, eh ben non, je ne l'ai jamais vu. Et ça aurait Jamais pu vu. arriver. Mais, il était reçu, Bousquet. Il siégeait dans des conseils d'administration, où il y avait notablement des juifs. Bousquet, lui, avait réussi cet extraordinaire tour de force judiciaire. Il avait réussi quoi? À obtenir de la Cour, comme je l'ai indiqué, de la haute Cour, un brevet de résistant. Non seulement d'innocence, Mais et comment? encore une Mais fois, comment? mais c'est la question. Pourquoi? C'est la question, je crois Mais qu'on l'a pas. c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et pas seulement moi, j'avais encore 2 chercheurs. On a cherché partout. Le dossier à la chancellerie est vide. Est vide. Donc, de ce côté-là, nul ne sait. Qui, à l'intérieur du jury, a protégé Bousquet? Qui? Quand vous lisez la sténographie des débats, vous vous rendez compte que Bousquet est le maître du jeu. Il parle beaucoup d'ailleurs, il parle assez bien, mais beaucoup. Personne ne l'interrompt. Les jurés ne pensent qu'à retourner au Palais Bourbon pour voter, parce qu'ils sont pressés, parce que ça ne les intéresse pas, et puis pour dire les choses brutalement, parce que c'est dans les procès-verbaux, c'est dans la sténotypie, ça n'intéresse personne, le génocide des Juifs. L'affaire du Veldiv, elle n'est même pas mentionnée dans le procès. Ça n'intéressait pas. C'est ça qu'il faut mesurer. Alors oui, ce qui intéressait, c'était de savoir ce que Bousquet avait pu faire contre les réseaux de résistants s'agissant de correspondance radiophonique ou radio avec Londres. Mais les crimes contre l'humanité, il n'en est même pas fait. Mais si, ça a duré 3 heures, sur lesquelles une matinée, sur lequel Bousquet prend la parole 1h15. Pour dire, moi, avec beaucoup de lettres, bien entendu, de juifs disant, mais Bousquet, préfet des Hautes-Marnes, m'avait sauvé. Non, ça n'intéressait pas. Il a fallu attendre Darquet de Pellepoix pour connaître la vérité. Et s'il n'y avait pas eu notre ami de Rogy, qui avait interviewé Darquet de Pellepoix, Bousquet aurait fini sa vie calmement. Alors Robert Badinter, Ah oui, c'est inouï. incroyable. C'est pour moi à la fois un scandale et un mystère Et judiciaire. le tueur a privé tout le monde d'un procès qui aurait pu être intéressant. Ah oui, mais le théâtre n'est pas consacré au procès Bousquet. Non, je sais, mais le tueur de Bousquet. Ah oui, non, mais le théâtre, la pièce, est née du fait que j'ai constaté que la dernière personne qui avait vu dans sa cellule le condamné à mort, Laval, Mais Laval est un personnage c'était important dans la Bousquet. pièce. C'était Laval est un Bousquet. personnage important dans la pièce. Et, c'est le personnage clé.
Bousquet, il y a encore une Bousquet, très Bousquet, bonne- lui, Bousquet, lui, il va vivre. Oui. Il le sait. Il en est convaincu. Il insiste. Et l'autre sait que Que l'autre Bousquet sait va qu'il vivre. mourir, oui. Et évidemment, au fond de lui-même, il le déteste. Et le tête-à-tête entre ces deux hommes, comment est-ce que l'imaginaire ne prendrait pas possession de vous? Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est pas seulement Fouché et Talleyrand dont on invente, très bonne pièce d'ailleurs, mais je veux dire, là, ça s'est passé. Or, disons-le très simplement, moi j'ai plus qu'aucun de mes contemporains fréquenté les cellules de condamnés à mort. Soit en attente de grâce, espérance de grâce, soit en attendant, après cassation, le nouveau procès. Et j'ai constaté, 7 ou 8, je ne sais plus, j'ai constaté que c'était chez tous le même comportement. Un, il voulait vivre, sauf Buffet. Il voulait vivre. Buffet entraînait dans sa mort quelqu'un d'autre. Oui, mais Buffet, je ne le défendais pas. Donc Non. je n'ai pas connu Buffet autrement qu'à travers le procès Buffet-Bontemps. Je ne connaissais pas Buffet. Mais les autres, tous, voulaient vivre. Deux, tous répétaient inlassablement ce qu'ils jugeaient en leur faveur, ce pourquoi ils considéraient qu'on avait été trop sévère ou injuste ou que ce n'était pas fondé. Tous le même discours, obsessionnellement. Et je savais que le régime des collaborateurs de premier rang, cette fois-ci, 3e division de Fresnes, était très libéral. Ah oui, ça, ils se promenaient de cellule à cellule. On leur rend visite. Ah oui, ah oui, oui, oui. Salon. Ah, c'était pas la même salon. chose que les résistants 6 mois avant. Ouais. Non, non. Eux, ils pouvaient. Darnan, des visites. Bon. Donc, là, j'ai constaté avec stupéfaction que Bousquet, lui, avait en quelque sorte libre accès à son ancien patron, qu'il avait servi dès la Troisième République, c'est-à-dire Pierre Laval. Et il est très facile de reconstituer ce qui était le discours obsessionnel de Laval, parce qu'il en parlait avec les gardiens, parce qu'il en parlait avec les co-détenus, obsessionnellement, comme je l'avais constaté moi. Pourquoi? Parce que Laval, je n'ai pas eu besoin d'inventer son discours. Il l'a répété, il l'a proféré 2 fois. Une fois, et on a les sténotypies au procès Pétain, où il a témoigné très longuement, et une fois à son propre procès, avant que celui-ci ne dégénère dans, il faut reconnaître, une dérision de justice. Bon, mais de Laval, on sait ce qu'il disait, parce qu'il l'a dit et répété. Et donc, il était très facile de savoir ce qu'il devait dire jusqu'au bout. Et le dernier interlocuteur, c'est évidemment Bousquet. Mais lui aussi, pourquoi il a voulu comparaître? Ah, ça c'est pour moi la grande question. C'est incompréhensible. Un homme aussi rusé, aussi averti, aussi lucide, avec, je dirais, aussi pervers que Laval, comment est-ce qu'il a pu perdre le sens des réalités? Lui, au point de vouloir rentrer à Paris, car contrairement à ce qu'il a toujours dit, on le sait maintenant avec les archives du ministère des Affaires étrangères d'Espagne, Franco lui-même a écrit au ministre des Affaires étrangères d'Espagne, qui avait été ambassadeur à Paris pendant l'occupation et qui connaissait très bien Laval, vous direz au président Laval que je peux le garder 3 mois, mais pas plus. La conjoncture étant ce qu'elle est, je ne peux pas aller au-delà. Mais que pendant 3 mois, ils choisissent l'Irlande ou qu'il aille en Amérique du Sud, nous l'aiderons à partir. Donc c'était très clair. Laval a choisi d'entrer. Alors, quel moment cet homme-là a-t-il pu penser
qu'il allait aussi jouer, comme Bousquet l'a fait, mais lui, Laval, l'homme le plus haï et le plus célèbre de toute la collaboration, n'avait aucune chance. Donc, l'idée que ça allait se passer comme pour Malvy, au Caillot, pendant la Première Guerre mondiale, la haute cour, style Troisième République, c'était de la folie. La folie. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. C'est une question majeure et qui n'appelle pas de réponse, sauf constater qu'il est revenu, au lieu de partir, en effet, en Amérique du Sud, chez un dictateur qui l'aurait logé. Croyez-moi, il avait dû mettre ailleurs tous les fonds nécessaires, étant donné le degré de corruption qui était le sien. Non, alors, ce qui, moi, m'avait frappé le plus, et ce qui se retrouve dans la pièce, c'est la haine de Laval pour Pétain. Et réciproquement, d'ailleurs. Et réciproquement. Ils se haïssaient. Au point que quand ils étaient à Sigmaringen tous les deux, jamais Pétain n'a invité Laval, qui habitait l'étage au-dessus, à déjeuner. Jamais. Et cette haine l'étouffe, littéralement. Parce que Pétain, en avril 1944, il était encore acclamé à Paris, comme le témoignent les actualités. Alors que Laval était l'objet d'une exécration universelle. Universelle. Alors, comment cet homme-là a-t-il pu se jeter comme ça? Bon. Et donc, le faire parler, et parler devant Bousquet, qui est à la fois son collaborateur, parce qu'il est d'un rang inférieur, il a travaillé pour Laval et avec Laval, et dire ce qu'il répétait dans les couloirs, je me suis dit, ça, c'est une situation dramatique extraordinaire, extraordinaire. Et je l'ai écrit, je dirais, pas facilement, mais au regard de ce que j'avais connu, ça n'était pas une entreprise aussi difficile que, par exemple, le ghetto de Varsovie. Non. Deux grands salauds ensemble, vous savez ce qu'ils disent, et vous savez ce que Laval dira à l'autre, qui sera le yes man de la paix. Oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Donc, c'est un personnage extraordinaire, Laval, extraordinaire. À lire également. Alors Robert Badinter, nous diffusons cette émission le 10 mai. Évidemment, c'est le hasard, la programmation, mais quand on est face à vous, Robert Badinter, et que nous sommes à cette date-là, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être sur cette date que vous n'avez jamais dit, ou comment, pour les plus jeunes qui écoutent cette émission, qui écoutent RCJ, vous pourriez leur raconter ce qui s'est passé ce jour-là, jour historique pour la France, pour le président de la République élu François Mitterrand, pour vous. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ce jour-là pour la France? Écoutez, pour la France, la célèbre expression « changeons la vie », je ne pense pas que la vie ait changé, ni que du jour au lendemain on soit passé de la nuit à la lumière, non. Moi je peux simplement témoigner de mon expérience ou de mon vécu personnel. Nous avions coutume à 4 ou 5 amis proches de Mitterrand, travaillant ensemble au long de la campagne électorale, Fabius, Guimard, il y avait Serge Sazman, Attali aussi qui est passé. Bon, et Régis Debray, si vous me demandez très exactement, je suis revenu de la campagne avec Elisabeth et je pelais les pommes de terre pour la salade de pommes de terre du soir avec Régis Debray dans la cuisine. Et là, le téléphone a sonné, j'avais voté à la campagne, le téléphone a sonné, c'était Charles Sazman qui, d'un institut de sondage, nous disait c'est gagné, c'est fini, François ne peut pas perdre, c'est fini. Et puis il a raccroché parce qu'il était passé, et j'ai dit à Régis, ben voilà, c'est fait, mon vieux. Est-ce que vous avez continué les pommes de terre? Et voilà, et on s'est embrassé, puis c'était fini. François Mitterrand
avait dit je passe le voir. Je savais que ce n'était que des mots. Il était à Château-Chinon et bien occupé à autre chose. Par conséquent, on a sorti les 2 bouteilles de champagne qu'on avait mis au frigidaire et on les a bu en mangeant la salade de pommes de terre et différentes. Mais si, je tiens à ajouter un détail. Je suis allé danser à la Bastille avec Judith. Pas avec Elisabeth, mais avec Judith, ma fille, et la pluie a commencé à tomber, on est parti aussitôt. Voilà, je n'ai fait que passer à la Bastille. Mais Robert Badinter, moi ce soir-là, j'ai su qu'on allait abolir la peine de mort. Oui, moi j'en étais sûr à partir du moment où Mitterrand était élu, mais je suis heureux de vous l'entendre dire. Oui, c'était la fin pour moi. Alors, ce qui est le seul très original, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis allé à Fresnes, à l'ouverture, et j'ai été voir le condamné à mort, Philippe Maurice, le condamné à mort, qui était, lui, en instance de grâce, mais nul ne savait s'il serait gracié, et dans la cellule des condamnés à mort de Fresnes, je lui ai dit ce que je voulais absolument lui transmettre, c'est-à-dire qu'il serait gracié, il le devait à l'élection. En tout cas, j'étais sûr qu'à partir du moment où Mitterrand était élu, il serait gracié. Je ne sais pas ce qu'il en aurait été avec M. Giscard d'Estaing. C'est sûr que non. Je ne sais pas. Mais il y a une tradition royale qui veut qu'on gracie les condamnés à mort, je ne sais pas. Mais dont j'ai été convaincu, et je lui ai dit, c'est vous maintenant qui incarnez l'abolition. Alors, dites-vous bien, c'est un homme très intelligent, Maurice, dites-vous bien que de votre comportement, là, dans la nuit carcérale, dépendra pour une part le crédit qu'on apportera à l'abolition. C'est vous maintenant qui avez cette responsabilité. Cet homme très intelligent me regardait avec intensité et il m'a dit, mais vous pouvez compter sur moi, monsieur, maître, appelé, vous pouvez compter sur moi. Bon, je suis reparti. Et en effet, il a conduit des études remarquables. Ce n'est pas facile, ce qui n'est pas facile, dans une centrale. Et il a fini doctorat lettres et maintenant il enseigne paisiblement l'histoire médiévale, je crois, dans une faculté. Donc, mais c'est ça, le seul. Puis après de là, je suis parti à mon bureau. C'était fini pour moi. Tout a commencé. Pas tout à fait. Voilà, une partie de votre vie était finie. Non, Mitterrand m'a fait venir un peu 2 jours après. Ah oui. Donc c'était pas fini. Et il m'a dit, il y avait Crépeau avec moi. Crépeau redescend, je peux attendre, avec grande courtoisie toujours. Je dois vous parler, Crépeau, très bien. Moi, je suis allé m'installer au jardin, puis Mitterrand est redescendu. J'avais vu Crépeau avant, pas content. Je me suis dit, tiens, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et puis François Mitterrand m'a dit, est-ce que vous souhaiteriez entrer au gouvernement ? Et avec toujours cette politesse exquise qui le caractérisait, même dans les rapports avec ses amis. Et j'ai dit seulement comme ministre de la Justice, il n'y a que la justice qui m'intéresse. J'avais une vie très heureuse à tous égards. Donc je ne brûlais pas du désir d'être ministre, sauf s'agissant de la justice. Ah, il me dit non, ça, Robert, je l'ai déjà donné à Maurice Faure. Mais ça va pas. Ah, j'ai dit, c'est un très bon choix, qui rassurera la magistrature à coup sûr. Très bon choix, alors parlons plutôt du théâtre, où nous dirons la semaine prochaine, avant que vous ne preniez vos fonctions. Alors, voilà. Et ça s'est fini comme ça. Mais voilà, donc. Mais ça n'était pas fini.
Non, mais il faut le dire très simplement, c'est Maurice Faure qui ne voulait plus continuer. Oui. Et Maurice Faure était un homme délicieux. Mais bien sûr, mais j'ai aucun mépris pour Maurice Faure, mais je ne le vois pas défendre ce que vous avez défendu à la tribune de l'Assemblée nationale. Je ne le vois pas. Je ne vois pas savoir-faire. Mais moi, je pense que Maurice, qui était, lui, appartenait à la grande tradition de ce qu'on appelait la gauche cassoulet, les radicaux de gauche du sud-ouest. Et Maurice, qui était si plaisant, si cultivé, il aurait voulu continuer, il aurait continué. Donc, il faut être direct et modeste. C'est parce qu'il ne se plaisait pas à la chancellerie, car ce n'était pas un lieu de plaisir à l'époque. Tant s'en faut que, voilà. Tant mieux alors qu'il ne se soit pas plus à la chancellerie. Je suis venu aux affaires, mais vraiment, je le rappelle, le premier gouvernement, je n'en faisais pas partie. Vous étiez dans celui d'après. Robert Badinter, d'une élection à l'autre, nous sommes à moins d'un an à peu près de l'élection présidentielle de 2022. Quelles sont vos inquiétudes ? On a l'impression que finalement, Macron-Le Pen, c'est quasiment sûr comme deuxième tour. Et... Je suis retiré de la vie politique, je dirais, bien longtemps que je suis retiré de la vie judiciaire. J'observe, ne commente pas, sauf quand il s'agit de sujets que je considère comme essentiels, mais certainement pas s'agissant du scrutin à venir, non. Ça n'est pas pour moi. Mais, est-ce que vous êtes inquiet, sans commenter? Comment? Est-ce que vous êtes inquiet? Non, je ne vous répondrai pas. Vous savez, j'ai une vieille moustache. Quand je ne suis pas désireux de m'aventurer sur le terrain, je ne le fais pas. Non, ce qui, en ce moment, me préoccupe beaucoup, c'est la question posée par la terrible affaire Halimi. Ça c'est très difficile. Et très difficile. La chambre criminelle, je le dis très nettement, taxer d'antisémitisme le magistrat de la chambre criminelle, c'est injuste et, dans ce cas, totalement déplacé. C'est la loi elle-même qu'ils sont forcés de faire appliquer, de garder, de faire appliquer. C'est la loi elle-même qui pose problème. Mais c'est pas facile à résoudre. Je le dis en tant que vieux juriste, c'est pas facile à résoudre. Je me souviens que quand nous avions élaboré le projet de révision du code pénal, qui est devenu le nouveau code pénal à partir de 74, je crois, de 84, oui, c'est ça. Eh bien, là, le domaine sur lequel nous avons eu le plus de difficultés, c'est la question de l'irresponsabilité pénale des déments. Quel niveau de démence? Comment la diagnostiquer? Comment s'assurer qu'on ne méconnaît pas le principe fondamental, on ne juge pas les fous? C'est très difficile. Alors, j'attends avec beaucoup d'intérêt ce que le projet qui va naître. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Alors que on soit en présence d'un antisémite forcené, c'est évident. Que la qualification raciste soit retenue à juste titre, c'est certain. Ça ne règle pas le problème dans son ensemble. Je veux dire par là, celui qui commet un crime, en état de ce qu'on appelait jadis, sous le régime de l'ancien code pénal, en état de démence, c'est-à-dire celui qui connaît des troubles ayant aboli son discernement, sa volonté, c'est très difficile. Là, j'attends, je vous le dis encore une fois, mais... J'entends bien ce que vous dites, Robert Badinter, mais vous, comme moi, on a fréquenté des cours d'assises et on a vu des accusés qui étaient jugés pénalement responsables par des experts psychiatres, alors qu'on n'en était pas certain en les voyant. Oui. Et là, quand même, c'est pour une fois... On déclare irresponsable tranquillement le type qui a balancé une dame juive par la fenêtre. Moi, ça me trouble. Oui,
Mais je vous rappelle, ils étaient 6 plus 1. On ne peut pas dire qu'à cet égard, on n'ait pas ménagé les expertises. Ce n'est pas 1 ou 2, le collège étant nécessaire, mais 2, c'est 6 plus 1. C'est beaucoup. Alors, il faut partir du constat et se dire, comme toujours, le législateur, et Dieu sait que dans ce domaine j'ai travaillé, vous ne devez pas seulement raisonner en fonction d'un cas, vous devez raisonner en fonction de l'équilibre des lois. Mais ce n'est pas tout à fait 6 plus 1, parce que Bensoussan dit il est responsable, Zaguri dit sa volonté est peut-être seulement altérée, et ensuite il y a le groupe d'experts non juifs qui disent ça peut être l'un ou l'autre et qui refusent de trancher. Donc c'est pas tout à fait 6 plus 1. C'était plus douteux que ça. Cette juge d'instruction est tout de même bizarre, non? Le fait qu'il n'y ait pas eu de Je vous reconstitution, rappelle que c'est passé au-delà du juge d'instruction, que ça a été, c'est passé aussi par la Chambre qui n'a pas vu depuis 2000, je ne sais plus combien, 14 je crois, qui, dans le cas de non-lieu pour démence, pour trouble accentué de la responsabilité, statut. Donc il y a eu à cet égard un grand déploiement de justice, mais on a un sentiment profond, que justice n'a pas été rendue. Ouais. Et je le dis clairement, on ne peut pas, dans ce domaine, mettre en cause les magistrats de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment l'avocate générale que je connais fort bien et qui est une personne très scrupuleuse et très allant jusqu'au fond des problèmes. Non, c'est simplement le moment où la loi révèle son insuffisance. Comment y parvenir? Comment redresser? C'est pourquoi je dis avec simplicité, c'est très difficile. Très difficile. On verra ce que cela Donc quand la loi donnera, est insuffisante, on verra il faut changer la loi. Non, là, il est évident qu'il y a dans la loi, quelque part, un manque. Mais comment l'ajuster à la complexité des états psychiques, c'est très difficile. Je vous le dis encore une fois, quand on a rénové le code pénal, je présidais la commission en ce moment-là, et puis Léoté travaillait aussi avec moi, 8 ou 10, on a eu tellement de problèmes là-dessus qu'on a créé une sous-commission avec des psys. Et encore une fois, c'est très difficile parce que vous avez des états, c'est pas noir et blanc, c'est pas matériel, c'est pas savoir si le revolver a été utilisé ou pas, c'est pas une question de balistique ou d'empoisonnement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'attends avec intérêt ce qui sera certainement préparé. Je crois que c'est le garde des Sceaux qui doit livrer une copie. C'est pas directement la commission des lois. Je crois qu'il doit présenter. Donc ensuite, il y aura les débats. Mais encore une fois, je le répète, c'est une des questions les plus difficiles qui soit, le crime commis dans un état qu'on qualifiait jadis de démence, que maintenant on qualifie de trouble ayant altéré la personnalité, le contrôle de soi. Difficile. Dernière question, Robert Badinter. On a malheureusement déjà largement dépassé le temps qu'on vous avait promis, mais je sais que Josiane comme moi aurions encore des centaines de questions. On est dans votre bureau. Ici, Robert Badinter, on regarde émerveillé tout ce qu'il y a autour de nous. C'est centaines de livres, d'œuvres d'art, de moments historiques aussi. Est-ce qu'il y a un objet, là, dans cette pièce, auquel vous tenez plus particulièrement, on va dire, à part les briques rouges, puisqu'on en a déjà parlé? Quelque chose qui symboliserait complètement, ou peut-être 2 ou 3, qui symboliserait votre vie, vos attachements, vos combats? S'il y a un objet, oui. Lequel? Il est derrière moi, c'est pas les briques. C'est les rabbins? Non, c'est pas les rabbins. C'est la loi? Non. C'est le premier ministre? C'est la cuillère. La cuillère?
les cuillères. Je l'ai regardé et je voulais vous Oui, demander... Oui, la cuillère, une des deux cuillères vient, la première visite que j'ai faite à Auschwitz, c'était en 1956. Personne. C'était un désert absolu. Oui, c'est intéressant. C'était un désert absolu. Le conservateur était très content de voir arriver quelqu'un. Moi, j'assistais à un congrès de juristes à Varsovie. Je suis parti le matin. Il n'y avait personne, c'était vide, c'était désert. Et c'était le mois de mars, il faisait froid encore. Et puis mon pied a heurté là, à Birkenau. Il y avait encore les cabanes d'origine. Ça n'a pas été celles qui ont été reconstruites depuis. C'était les cabanes d'origine qui, d'ailleurs, tombaient en ruine. Et mon pied a heurté. Et je me suis penché, je l'ai ramassé. Et c'était une cuillère. Et le conservateur, un homme charmant, il parlait très bien le français, m'a dit, vous permettez? Il a regardé l'endroit. Ça, c'est une cuillère des Juifs grecs qui ont été ici exterminés en août 1944, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, prenez-la. Je dis, non, je ne sais pas. Il m'a dit, si. Et il a eu ce mot terrible, terrible. Il m'a dit, nous en avons longtemps. Alors je suis parti avec. Je l'ai ramené à Paris et je l'ai posé sur un rayon de ma bibliothèque à l'époque. C'était pas ici. Et puis je suis allé à Londres. Je suis revenu de Londres et 2 jours après. Et la femme de ménage m'a dit, j'ai fait ce que j'ai pu, monsieur, mais j'ai pas pu faire mieux. Elle l'avait redressé, nettoyé. Alors je l'ai gardé, bien sûr, en témoignage. Et puis ensuite, longtemps après, j'étais à Rivesaltes. Et le conservateur de Rivesaltes, qui a été un camp dans lequel se sont succédés les républicains espagnols, d'abord, puis ensuite on a mis les étrangers, puis après les juifs, puis après les tziganes, puis après les soldats allemands, enfin, tout le malheur du monde se sont succédés à Rivesaltes. Et le conservateur m'a dit, écoutez, monsieur Latter, je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'univers concentrationnaire carcéral, eh bien, voilà, je vais vous faire un cadeau. Et il me donne une cuillère. Alors, je suis resté un peu étonné. Oui, une deuxième. Et il m'a dit, non, je vous la donne parce que, vous savez, la cuillère, c'est l'instrument fondamental du respect de la dignité humaine. Manger avec une cuillère, et pas avec les doigts. Il me dit, vous savez, dans tous les camps de concentration, partout, on sert dans des bassines une soupe avec des éléments de bidoche qui flottent, des morceaux de légumes. Vous ne pouvez pas, avec un couteau, à supposer qu'on vous le laisse. Vous ne pouvez pas avec une fourchette. Donc vous êtes contraint de laper ou de prendre avec vos mains dans la bassine la soupe. Et ça, c'est la fin de la dignité humaine. Vous êtes comme un animal qui la paie. Et je dois dire, depuis lors, je regarde les cuillères autrement. Vous imaginez le parcours de cette cuillère, Robert Badinter, d'ici jusqu'à, voilà, à côté de vous, à côté de tout ce qui vous entoure. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ aujourd'hui. C'est comme à chaque fois un bonheur inouï, un honneur, un moment de grâce. On est bien d'accord, Josiane ? La réciproque est aussi vraie. Écoutez, Réciproque, voilà. Moi, j'ai toujours plaisir et j'ai la nostalgie, évidemment, des plaidoiries de Robert Badinter. C'était des moments inoubliables. merci beaucoup, Monsieur Badinter. À très bientôt.